Donc, bienvenue dans cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer et qui est intitulée « Des mots pour la Palestine en hommage à Leïla Chehli ». Je vais commencer par vous présenter les intervenants à mes côtés, en commençant par les Palestiniens. D'abord, Mousna Chehli, à ma gauche. Je vais te tutoyer car on se connaît. Tu es une ex-conseillère de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP. Et tu travailles actuellement comme responsable développement en communication au CAREP, Centre arabe de recherche et d'études politiques. Mousna, tu es aussi l'autrice de très très beaux textes sur le vécu palestinien publiés sur le site de Blast. Je cite notamment deux textes qui m'ont marqué: L'anatomie du tri, quand la colonisation hiérarchise la douleur, ou Palestine effacée, Palestine racontée, les deux faces de la machine coloniale. Des textes que j'ai trouvés bouleversants et nécessaires, qui décrivent avec une précision chirurgicale les mécanismes de la perversité et la cruauté de la colonisation et ses effets sur l'être humain palestinien et l'identité palestinienne. Ce sont des textes de résistance, d'une grande justesse et d'une grande beauté. À ma droite, Jad Hillel, écrivain franco-palestino-libanais, auteur de plusieurs romans, dont Des ailes au juin, Une mémoire dans le désert. Votre prochain roman, Jad, paraîtra pour la rentrée littéraire de septembre aux éditions Elisade et sera intitulé « Ici commence la terre ». Il est inspiré de l'histoire de votre grand-mère palestinienne, fille d'agriculteur, et de son exil, un récit entre mémoire familiale et transmission. On en reparlera tout à l'heure. Georges Morin, à ma gauche, vous êtes essayiste et président de l'association Coup de Soleil, organisatrice du Maghreb des livres. Et vous avez connu Leïla Chehli. Et tout à ma droite, donc à votre gauche, Jérôme Berthaud, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, membre du bureau de l'Observatoire des atteintes à la liberté académique et auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les révolutions démocratiques en Pologne et en Tunisie, et auteur en 2025 du livre intitulé « Le droit international est-il mort à Gaza » aux éditions Rive-Neuve. Voilà pour la présentation donc, des intervenants. Je propose que nous commencions par rendre hommage à Leïla Chehli, décédée le 18 février dernier dans le Gard. Leïla Chehli a été déléguée générale de la Palestine en France de 1993 à 2005. Tous ceux qui l'ont croisée ont été témoins de son énergie combative, de son intelligence politique, de son sourire communicatif, de ses rires éclatants, de ses irrésistibles airs roulés et de la classe avec laquelle elle incarnait la cause palestinienne. Nous avons ici donc la chance d'avoir avec nous deux personnes qui l'ont bien connue, Mousna Chehli et Georges Morin. Vous avez donc tous les deux la charge de nous parler de Leïla Chehli, de nous dire qui était cette diplomate d'exception et de nous expliquer en quoi sa vie ne s'est jamais distinguée de son peuple et de sa cause. Mousna, dans un hommage que tu as publié sur Blast, tu as écrit à propos de Leïla Chehli, je cite: elle parlait à l'Occident en sa langue, mais sans jamais s'y dissoudre. Tu l'as connue, peux-tu développer ce que tu as voulu dire ici, s'il te plaît? Merci Myriam, bonjour à tous, merci d'être là. En fait, hier, pour préparer ma conférence, j'ai demandé à ma fille de 15 ans comment elle se souvient de Leïla Chehli. Je voulais juste savoir un peu comment une fille de 15 ans se souvient d'elle, et elle m'a vraiment sorti quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit: oh, tu sais maman, on ne s'ennuie jamais avec Leïla. Et quand elle rentre, elle change toute la salle. Et c'est vraiment ça en fait. J'étais étonnée, j'étais même surprise que ma fille prononce ça, parce qu'effectivement Leïla, elle transforme le salon, elle transforme la salle où elle rentre. C'était quelqu'un plein d'énergie. Leïla était comme ça, était beaucoup de choses à la fois. Elle n'était pas seulement diplomate, et elle transformait la salle, pas parce qu'elle était célèbre ou parce qu'elle passait tout le temps devant les caméras, etc. Mais en fait, je pense que si elle change et elle transforme une salle quand elle rentre, c'est parce qu'elle porte toute la Palestine avec elle quand elle rentre. On avait toujours le sentiment que la Palestine rentrait avec Leïla, là où elle était, même dans des contextes personnels ou familiaux.
Elle montrait avec la Palestine, avec l'élégance de la Palestine, avec la fatigue de la Palestine et avec la dignité de la Palestine. Et ça, c'est ce que j'avais dit parce qu'on avait fait un hommage à elle à Jérusalem il y a un mois. Et je me suis souvenue aussi de comment la personnalité de Layla qui portait la Palestine en elle, avec une vieille tristesse de la Palestine, une tristesse qu'on connaît, comment ça a commencé, mais on ne sait pas jusqu'où elle va aboutir. Donc le monde voyait en elle une ambassadrice qui affrontait très bien les ambassadeurs israéliens, les porte-paroles israéliens. Tout le monde se souvient de comment elle parlait dans des émissions à la télé, en face d'un ambassadeur israélien. Elle pénétrait les institutions européennes qui étaient même les plus fermées. C'est ça qui faisait aussi son courage, c'est qu'elle allait vers les gens qui étaient très pro-israéliens. Et elle savait parler leur langue, parfois mieux que les institutions européennes, en fait. Mais elle ne laissait jamais la Palestine à la porte. Personnellement, je l'ai connue, j'étais petite, j'étais au Maroc et je l'entendais parler d'elle parce qu'elle a habité au Maroc quand elle a épousé le grand Mohamed Berrada, qu'on doit aussi saluer parce que c'est quelqu'un de merveilleux et c'est grâce à lui aussi que Layla est ce qu'elle est en fait, parce que c'est lui qui l'a encouragée à partir et à devenir ambassadrice. Et on a vraiment dit normalement que derrière chaque homme il y a une femme formidable, mais là je pense qu'il y a aussi un homme formidable. Et je me souviens qu'au Maroc, elle allait assister au bureau de l'OLP à Rabat, à des réunions. Il n'y avait que des hommes. Et à cette époque, c'était la seule femme, et elle y allait, et puis elle était très très active, et déjà on parlait d'elle comme rising star, c'était une star qui est en train de monter. Je l'ai ensuite rencontrée en Palestine, en France et au Liban. Et c'est quelqu'un de très agréable. Elle était très généreuse dans la façon d'accueillir les gens. Elle adorait inviter les gens, elle aimait beaucoup faire la cuisine. Et quand elle venait chez nous, c'était quelqu'un, on avait l'impression que c'était Noël, à chaque fois il fallait qu'elle amène un cadeau à chaque membre de la famille. Elle n'oubliait personne. Et elle est aussi généreuse dans sa façon de se souvenir des noms des enfants, et maintenant pas par politesse, mais elle aimait beaucoup les gens, c'est quelqu'un de très social. Après, je me souviens dans cet article que tu mentionnais, je me suis souvenu que quand je travaillais à l'OLP à Ramallah, elle invitait toujours des personnalités européennes, des diplomates. Et un jour, on est monté dans un bus avec ces diplomates, tous des Européens, et Layla avait le microphone, donc le micro pour raconter ce qui se passait sur le checkpoint de Calandia, donc le checkpoint entre Ramallah et Jérusalem. Et puis bien sûr, elle avait des cartes, elle expliquait le mur. Moi j'étais là juste pour l'accompagner, on n'avait pas du tout prévu de faire autre chose, c'était elle qui parlait. Et donc voilà, le langage diplomatique, elle expliquait le mur, le checkpoint, etc. Elle leur montrait les colonies, etc. Et puis à un moment, elle se retourne vers moi sans me prévenir et elle me dit: Moussa, tiens, prends le micro et raconte. Et moi, je n'étais pas du tout prête, mais je lui dis: je raconte quoi? Elle me dit: bah raconte, comment tu peux pas passer par le checkpoint? Écoute, raconte avec ton mari comment tu le fais, parce que mon mari est français. Donc j'ai raconté au diplomate que voilà, mon mari pouvait passer en voiture, moi j'avais pas le droit, et voilà, c'était comme ça la vie, et que c'est pas parce qu'il est français qu'il y a des Palestiniens qui eux aussi, de la même famille, il y en a qui peuvent passer, d'autres non, il y en a qui ont besoin de permis, etc. Tout dépend de la plaque, de la couleur de la plaque de la voiture qu'on a. Et puis là, effectivement, j'ai découvert un changement d'attitude chez les diplomates où ils ont senti l'ampleur du problème des checkpoints, parce que c'est facile de dire voilà, checkpoint, et voilà, et on montre une carte et tout, et que en fait Layla comprenait que les gens, c'était pas que le langage diplomatique et les cartes il fallait vraiment donner le micro à quelqu'un qui essaye de passer tous les jours et qui ne peut pas, et qu'est-ce que ça veut dire. Et
Et là, vraiment, j'ai senti le choc des diplomates et comment ils ont réagi face à une femme qui est en train de raconter qu'elle ne peut pas passer par le checkpoint, pourquoi, et si des gens passent, comment ils se font humilier, et combien c'est dangereux, etc. Mais Leïla, c'était aussi quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais à Paris. Les enfants étaient petits, il n'y avait pas de crèche. J'avais pas de place en crèche. Et je me souviens qu'elle avait appelé Stéphane Essel pour lui dire écris une lettre à la grand-mère pour avoir une crèche. Il a effectivement écrit une lettre. Et c'était quelqu'un vraiment, ça m'avait surpris parce que c'était pas quelqu'un qui utilisait ses contacts pour elle, c'était vraiment pour les autres toujours. Et moi, ça m'avait vraiment surpris, bien sûr, ça m'a ému. Mais Leïla, c'est aussi quelqu'un qui nous manque beaucoup par plein de principes qu'elle a. Une des choses, je ne sais pas si on le sait, je sais pas, je crois que c'était dans Le Monde, ou peut-être pas, mais il y avait une manifestation quand elle était ambassadrice à Paris, il y avait une manifestation pour la Palestine. Et puis à un moment, il y avait des gens, les gens ont appelé à la fin de l'occupation, etc. Et puis à un moment, il y avait des gens qui ont dû dire quelque chose aux juifs, quelque chose contre les juifs. Et là, elle a pris le micro elle-même pendant la manif. Et elle a dit on arrête la manif tout de suite. Parce qu'elle était très mécontente, elle était horrifiée par ce qu'elle entendait. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans une période où, en France, on est toujours attaqué d'être des antisémites juste pour être palestiniens, alors que au fond, Leïla a montré que voilà, nous, on n'est pas du tout. Et elle expliquait bien, et elle a pris le micro, et puis c'était vraiment quelqu'un de très courageux et qui le disait franchement et qui faisait beaucoup d'autocritique. Et ça aussi, ça nous manque, parce que ça, c'est très important pour avancer. Il faut faire de l'autocritique. Et puis, ce que je peux dire finalement, c'est que les derniers messages de Leïla avant sa mort, c'était, elle disait franchement qu'elle déprimait. Et je me dis, franchement, ça m'a vraiment fait peur quand elle disait ça, parce que toute cette femme forte, oui, je me suis dit, en fait, nous, on a tendance à oublier que ceux qui sont forts comme Leïla, ils ont quand même porté la Palestine sur leurs épaules pendant des décennies et des décennies, et qu'eux aussi avaient besoin d'aide et qui se sentaient épuisés. Mais en même temps, ça m'a fait peur parce que c'était elle qui nous donnait la force. C'était elle qui était, bon, je ne veux pas dire optimiste, mais qui continuait malgré toutes les atrocités qui se passaient. Et donc voilà, c'est des gens qui ont la force, comme Leïla, qui ne retrouvent plus les gens qui peuvent porter un peu de leur fatigue. Mais ce qui m'a impressionnée après sa mort, c'est les réseaux sociaux et tout le monde qui montre ses photos avec Leïla. Et ça m'a rappelé Yasser Arafat en fait. Yasser Arafat, il n'y a pas une personne qui n'a pas de photo avec lui. Et Leïla, en fait, j'ai réalisé que tout le monde sur les réseaux, que ce soit chez eux à la maison, que ce soit dans une salle de réunion, après une conférence, dans des restaurants. Et ça, en fait, je pense que ça dit tout de Leïla parce que pas seulement une ambassadrice, c'était vraiment quelqu'un qui était proche des peuples, du peuple palestinien seulement, mais des peuples, tous les peuples. Et puis voilà, je pense, voilà, elle nous manque beaucoup. Merci. Merci Mousna. Georges, vous avez également connu Leïla, Chahid. Le lendemain de sa mort, vous avez écrit ces mots, après avoir rappelé que Leïla Chahid venait régulièrement ici, au Maghreb des livres, pendant les dernières années, et depuis des années. Vous avez écrit, j'ouvre les guillemets, sa mort hier, mercredi 18 février, souligne la terrible dégradation de la situation au Proche-Orient par le gouvernement raciste et suprémaciste de Tel Aviv et sa volonté farouche de supprimer la Palestine, en Cisjordanie comme à Gaza. C'est aussi cela qui aura conduit Leïla à cette mort suicidaire, qu'elle repose en paix.
Leïla Shahin s'est donné la mort. Et vous faites le lien entre son geste et la situation en Palestine. C'est terrible à lire. Voulez-vous nous en dire plus sur son état d'esprit vis-à-vis de la Palestine ces derniers temps? Et avez-vous eu l'occasion d'en parler avec elle? Et d'abord peut-être comment vous l'avez connue et quelle était la nature de vos liens? Merci beaucoup, ça va être... Merci. C'est bon, ça va être un peu dur, mais elle le mérite. Donc je vais essayer de vous dire ça en gardant un peu de... Je vais essayer d'être fort comme elle a été. Donc je vous lis, j'ai tout écrit parce que c'est trop dur. Leïla Shahin et l'association Coup de Soleil. Cet article de la journaliste Catherine Simon paru dans le Monde du 26 octobre 2011 rend compte du premier Maghreb des livres, MDL, organisé à l'Hôtel de Ville de Paris. À la demande du nouveau maire Bertrand Delanoë, très proche de notre association Coup de Soleil, Bertrand Delanoë, né à Tunis, avait proposé, dès son élection en mars 2001, de nous accueillir gratuitement dans les salons de l'Hôtel de Ville, cette manifestation répondant très précisément, je le cite, à la politique d'intégration voulue par la nouvelle municipalité. La déléguée générale de Palestine en France, Leïla Shahin, en poste à Paris depuis 1993, était mariée à l'écrivain marocain Mohamed Benarda, un fidèle au Coup de Soleil. Sa présence à la 8e édition du Maghreb des livres dans les salons de l'Hôtel de Ville est donc naturelle, mais en y amenant deux de ses amis israéliens, entre parenthèses des accords de paix d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, datés de septembre 1993, Leïla Shahin y rajoutait une dimension culturelle et amicale qui fut particulièrement remarquée. Leïla Shahin n'a jamais cessé, à chaque fois qu'elle le pouvait, à rendre visite au Maghreb des livres. La photo ci-dessus date du MDL 2014. La mort en France de cette grande dame, le mercredi 18 février 2026, marque hélas la terrible dégradation de la situation au Moyen-Orient sous le gouvernement raciste et suprématiste de Tel Aviv et sa volonté farouche de supprimer la Palestine en Cisjordanie comme un Gaza. Et là, m'avait appelé la veille, le mardi 17 février 2026, depuis la Provence, pour m'annoncer qu'elle se donnerait la mort le lendemain, puisque la Palestine n'existait plus. Merci. Merci beaucoup. J'imagine à quel point ça peut être difficile. Mousna, toi aussi, tu as eu des échanges de messages avec Leïla peu avant sa mort. Tu lui as dit tout le bien que tu pensais de son travail et du travail colossal qu'elle avait accompli. Et elle t'a confié justement être dans une période de dépression et que ton message lui avait fait du bien. Peut-être tu peux en dire un peu plus, si tu as envie, sur peut-être le lien entre son désespoir peut-être personnel et la situation en Palestine. Oui, là je regarde les messages qu'on avait eus. En fait, elle était venue avec son mari chez nous. C'était en octobre-novembre. Elle nous avait dit qu'elle s'est installée à Paris, qu'ils ont pris un appartement parce qu'elle s'ennuyait trop dans le sud et qu'elle voulait voir du monde. Et
Et comme toujours, dans ces messages, qu'est-ce que j'amène? Je vais amener des affaires pour les enfants. Est-ce qu'ils ont lu ce livre? Est-ce qu'ils ont? C'est toujours de la générosité. Mais par contre, il y a un moment, je lui ai dit que j'étais interviewée par un journaliste anglais, je ne me souviens plus quel journal, et je lui ai dit, parce que je savais qu'elle allait mal, et je lui ai dit, voilà ce que j'ai dit sur toi. Je l'ai traduit en français parce que c'était en anglais. Je lui ai dit, Leila Shahid ne se distingue pas seulement par son éloquence exceptionnelle, cette capacité rare à parler tour à tour le langage des juristes, des politiques, des artistes, sans jamais perdre le fil palestinien. Elle a marqué une époque où, dans les années 90 et 2000, le débat français était encore relativement lisible, moins polarisé qu'il ne l'est devenu depuis. Avec ses interventions médiatiques, notamment face à l'ambassadeur d'Israël, elle a réussi à imposer une voix palestinienne claire, ferme, qui déstabilise les narratifs dominants en France, surtout, mais en Europe aussi. Mais ce qui faisait aussi sa singularité, c'est qu'elle ne se limitait pas aux tribunes et aux salons diplomatiques. Elle emmenait les délégations européennes en Palestine, les accompagnait au checkpoint, leur montrer ce que signifiait concrètement l'occupation. Elle a transformé la diplomatie en expérience vécue, là où la plupart se contentent de discours et de notes diplomatiques. Elle avait déjà dans sa jeunesse accompagné Jean Genet à Sabra et Shatila, faisant de l'écrivain français un témoin direct de l'horreur des camps. Plus tard devenue ambassadrice, elle a poursuivi cette démarche. Cette manière d'amener le terrain à la diplomatie était l'un de ses plus grands apports. Elle comprenait que les mots, si nécessaires soient-ils, ne suffisaient pas à eux seuls, alors elle ajoutait à l'argumentation la force de la preuve sensible comme les fils interminables au checkpoint, les murs, les humiliations quotidiennes des Palestiniens. En cela, elle a transformé l'empathie en conscience et la conscience en alliance politique concrète en Europe. Je lui ai dit, et j'ai dit aussi, Leila, que toi et Elias Sambar formaient un beau couple diplomatique au sens fort du terme. Ils formaient deux trajectoires qui se complétaient, comme deux cordes d'un même instrument. Leila a donné à la Palestine une présence immédiate, presque charnelle, dans la vie politique et médiatique française. Elle savait créer des liens, circuler entre les mondes, faire entrer la Palestine dans la conversation quotidienne des parlementaires, des journalistes, des intellectuels. Elle avait ce don rare de transformer cette cause lointaine en question proche, de passer du langage du droit au langage médiatique, artistique et celui de l'amitié, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Après, j'ai parlé de Elias, et là, elle me dit « Mouzna, tu es trop généreuse avec moi, je ne sais pas si tu sais, mais je viens d'avoir une longue et terrible dépression dont je commence un peu à m'en sortir. Mais ce témoignage m'a touchée profondément. Je suis dans le TGV, je tape pas, mais je t'appelle tout de suite. » Voilà. Donc ça, c'était vraiment, je la connaissais, je la voyais, mais quand ce journaliste m'a appelé, j'ai vraiment pensé à tout ça et c'est bizarre quand on s'assoit avec soi-même et on commence à se rappeler de cette personne et elle était encore vivante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et que je ne réalisais pas, mais effectivement, Leila, c'était quelqu'un qui vient d'une grande bourgeoisie palestinienne, mais qui, contrairement à beaucoup des gens de la bourgeoisie palestinienne, elle était vraiment avec le peuple et elle parlait avec tout le monde et c'est pour ça que je dis qu'elle était comme Arafat en fait, et c'est pour ça je pense que tout le monde a des photos avec elle. Merci. Merci Mouzna, merci Georges. Je me tourne maintenant vers nos autres intervenants pour parler de la Palestine à travers d'abord le droit international, ce qui va nous permettre de faire une transition avec la grande diplomate qu'a été Leila Shahid. Et ensuite, nous parlerons de la Palestine à travers la littérature avec Jed Hillel. Mais d'abord, Jérôme Heurtaud, à partir de votre livre, Le droit international est-il mort à Gaza, vous souhaitiez justement rendre hommage indirectement à l'action de Leila Shahid en montrant comment le droit international a été avant et depuis le 7 octobre 2023 particulièrement bafoué, s'agissant de la Palestine, tout en étant dans le même temps un levier de mobilisation et d'action pour les Palestiniens. Je vous laisse développer ces deux aspects. Merci beaucoup. Moi, je me
rencontré la chérie. Et je le regrette quand notre hommage entendu depuis son décès insiste, au-delà de son engagement indéfectible pour la Palestine, insiste sur ses qualités humaines. Mais je me passerai quand même sur cette session d'hommage dans un rapport d'évocation à la figure de la chérie, en combinant au fond deux aspects que je prends pour revenir d'elle, surtout, de son parcours diplomatique et politique. Le premier aspect que je retiens, c'est un attachement au droit international, en particulier depuis que l'ONP, Yasser Arafat, a abandonné la lutte armée, depuis que les Palestiniens ont investi le droit des arènes multilatérales pour faire avancer la cause de la Palestine. Et puis de sa personnalité, encore une fois, sans l'avoir jamais rencontré moi-même, on note vraiment un grand souci de la sincérité, un souci de la vérité aussi. Elle ne se racontait pas beaucoup d'histoires, si je comprends bien. Elle était donc sans concession avec les faits. Et d'ailleurs, en 2012, elle avait donné une interview dans laquelle elle tirait un bilan vraiment sans concession de l'abandon de la lutte armée par la Palestine. Alors comment donc répondre sans se raconter d'histoire, sans concession avec les faits, en hommage à la chérie, à la question de savoir ce que veut le droit international pour la Palestine. Alors, la question, évidemment, est extrêmement complexe pour la résoudre aujourd'hui. Elle est évidemment très sensible. Je dirais deux choses. D'abord, tout semble indiquer que le droit international ne peut rien pour la Palestine et les Palestiniens. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai quand même de dire en quoi le droit international peut quand même faire quelque chose pour la Palestine. Alors d'abord, en quoi le droit international n'a pas vraiment aidé la cause palestinienne. On le sait, les autorités israéliennes ont cessé de contourner, de bafouer, d'ignorer le droit international depuis la création des normes de 1948. On ne compte pas le nombre de violations des résolutions des Nations Unies, par exemple sur la question du partage, en 1947, sur le droit au retour des réfugiés de la même part, sur le retrait des territoires occupés après la guerre de 1967, et puis beaucoup d'autres encore. On note aussi un refus de prendre en considération les avis consultatifs de la Cour internationale de justice qui gère les litiges entre États, qui a été plusieurs fois saisie, notamment par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les questions liées à la Palestine. Je note ici par exemple l'avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, c'est le fameux mur de séparation. Et puis il y a l'avis plus récent, de 2024, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l'illicéité, sur le caractère illégal de l'occupation dans les territoires. On pourrait faire ici référence au tribunal d'opinion Bruxelles, dont le président Bouillard, justement, était Stéphane Hessel, qui, entre 2010 et 2013, a établi qu'Israël était un multirécidiviste en matière de violation du droit international, en violant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, en ne respectant pas le droit international des droits humains, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en violant plusieurs des résolutions du Conseil de sécurité, la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, et j'ajouterai à son statut de multirécidiviste le fait que c'est un multirécidiviste permanent, puisqu'à travers l'occupation, c'est une occupation, d'ailleurs qui reste très grave, mais à travers l'occupation continue, en fait, il y a une violation continuelle des droits humains et d'autres particularités, d'autres aspects du droit international. On peut ici évoquer l'incarcération quasi systématique des enfants et des hommes palestiniens. Je renvoie aux travaux de Stéphanie Abdallah sur cette question, à la torture, à l'érection du mur de séparation, etc. Il faut ici ajouter que le soutien explicite à Israël par un grand nombre de pays, et notamment des grandes puissances occidentales, les doubles jeux de certains autres pays, la faiblesse, voire l'ineffectivité de la justice internationale, ont consacré en quelque sorte une forme d'impunité continue d'Israël s'agissant de la manière dont il domine et occupe la Palestine. Et on comprend du coup qu'Israël a pu se sentir libre d'opérer militairement, à la fois sans respecter les principes minimaux du droit à la guerre, qui suppose de justifier toute forme d'emploi de la force armée. On sait par exemple que même la légitime, même la menace d'une agression militaire ne justifie pas le recours à la force armée, mais qui suppose aussi donc de respecter le droit dans la guerre, c'est-à-dire les conventions de Genève, qu'il
celles qui permettent de faire la guerre en respectant un minimum de principes. Donc on comprend qu'Israël a pu se sentir libre d'opérer sans respecter ces deux ordres de droit. Et la guerre menée contre Gaza après le 7 octobre s'inscrit clairement dans cette histoire, dans une sorte d'insoutenable continuité, et offre un paroxysme de violence et de violation du droit international. C'est une campagne militaire, il faut, en sens toujours, revenir dessus, essayer de la caractériser, qui a alterné bombardements massifs, incursions et occupations armées, transfert forcé, massif et répété de la population sur un tout petit territoire sans possibilité de fuite, un usage intensif des nouvelles technologies, recours aux drones et à l'intelligence artificielle, tout ceci causant des dommages exceptionnels dans la population civile. Ici, destruction des écoles, des hôpitaux, des véhicules, assassinats ciblés par des snipers, affamement de la population, incarcération, torture, sévices sexuels, déshumanisation des Palestiniens. Le chiffrage du nombre de morts directs et indirects à Gaza est encore l'objet d'études. On sait que le chiffre aujourd'hui retenu pour les morts directes et violentes, de l'ordre de 73 000, est encore un chiffre provisoire et sous-estimé, non pas surestimé comme on a voulu le faire croire, mais très largement sous-estimé, au moins de l'ordre de 35% pour les projections les plus basses. Alors, tous ces faits ont conduit à un grand nombre d'acteurs, notamment de juristes internationaux, des responsables d'organisations internationales des droits humains, d'ONG, d'intellectuels, d'historiens, à se référer aux catégories du droit pénal international qui permettent d'identifier, dans le cas de cette guerre contre Gaza, un grand nombre de crimes de guerre, un grand nombre de crimes contre l'humanité et même un crime de génocide. Il faut savoir que cette qualification génocidaire suscite un consensus, ou un quasi-consensus parmi notamment les juristes internationaux. Le dernier rapport qui a été publicité à l'échelle internationale, qui vient juste d'être publié par la commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, qui dépend de l'ONU, qui est une commission indépendante, qui a longuement été présidée par une grande juge sud-africaine, la juge Pilé, est aujourd'hui conduite par un magistrat indien, tout aussi respectable, et dans son dernier rapport, qui s'appelle « L'essence même de l'enfance a été détruite. Les attaques délibérées menées par Israël contre des enfants palestiniens dans le territoire palestinien occupé depuis le 7 octobre 2023 renchérit cette qualification, cette accusation de génocide à travers, et ce texte est insupportable à lire, il faut bien en supporter la lecture, à travers le ciblage systématique des plus jeunes. Ce texte démontre un grand nombre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les enfants, et démontre aussi, à travers la négation de l'enfance palestinienne à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, un crime de génocide. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve les différents faits, crimes classiques qui relèvent de la définition de la Convention de 48 sur le crime de génocide, meurtre de nombreux du groupe, et en particulier meurtre d'enfants, meurtre répété d'enfants, plus de 20 000 enfants morts à Gaza, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de nombre de groupes à travers un nombre considérable, plus de 44 000 d'enfants amputés, polytraumatisés, blessés, et puis soumission intentionnelle du groupe, et en particulier des enfants, à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Je nomme les termes juridiques à dessein, simplement pour montrer que tous ceux qui qualifient la situation génocidaire ne le font pas uniquement au bon biais, parce que c'est une intuition qu'ils font. C'est bien parce que ça renvoie à un cadrage normatif juridique reconnu par tous les pays de ce monde, et notamment par Israël, et notamment par les États-Unis, parce que ce sont des pays qui reconnaissent la Convention de 1948. C'est important à chaque fois de rappeler ça. Et sachez, pour ceux qui s'interrogent, oui, mais est-ce qu'il y a une intention génocidaire à travers l'ensemble de ces faits? Alors il se trouve que oui, il y a deux manières de démontrer une intention génocidaire. Soit on s'appuie sur les verbatimes des dirigeants politiques et militaires, comme ça a été amplement fait par rapport à Gaza, soit à travers des schémas de comportement répétés, on induit l'intention génocidaire. Et je trouve que cette commission a très clairement montré que l'acharnement systématique sur les enfants, la déshumanisation de l'enfance palestinienne,
pouvait permettre d'induire une intention génocidaire. On pourrait revenir dans la discussion tout à l'heure si cette question juridique vous intéresse, mais je crois que c'est très important que chacun d'entre nous s'approprie des catégories juridiques pour pouvoir parler de manière très claire et convaincante de cette situation. Alors sur cette base, que peut le droit international à Gaza? Je dirais juste quelques mots parce que je ne voudrais pas évidemment opérer le temps de prochain intervenant et pour la discussion, mais j'utilise une expression qui peut paraître un peu macabre, mais je crois beaucoup à ce que j'appelle les effets collatéraux du droit international. Après, j'essaie d'inverser la signification du terme collatéral qui a été amplement utilisé pour justifier, vous savez, les morts collatérales, les civils collatérales à Gaza, pour retourner en quelque sorte cette expression au profit du droit international. Parce que le droit produit plein d'effets qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend. On attend du droit qu'il empêche les crimes. Eh bien non, le droit international n'a pas empêché les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide à Gaza. On attend aussi du droit international qu'au plus tôt, il puisse permettre de juger les coupables. Eh bien non, à ce jour, aucun des criminels de guerre à Gaza n'a été condamné, ni même n'a fait l'objet d'un procès. Mais pourtant, le droit international produit beaucoup d'autres effets, des effets indirects, des effets induits, des effets diffus, donc des effets collatéraux. Je vais en citer 3 ou 4 comme ça rapidement. D'abord, des effets de connaissance. Tout à l'heure, j'ai évoqué le génocide, j'ai rapporté cette situation à une catégorie juridique. Ben voilà ce que permet le droit. Au moins, il permet d'identifier, de nommer, de qualifier avec un peu de précision des crimes internationaux. Et ça n'est pas rien. Pourquoi? Parce que ça permet de produire un récit qui est un contre-récit du récit dominant. Ça permet aussi de se représenter un conflit. Quand on dit par exemple que la guerre contre Gaza est une guerre génocidaire, en associant ces deux noms, ces deux mots, si vous voulez, tous les deux très chargés de sens, eh bien on se fait une représentation globale. Et c'est extrêmement important parce que ça va dérouter tous les négationnistes. Tous ceux qui vous diront que non, c'est en fait une guerre de légitime défense et que de toute façon la guerre c'est toujours mal. Oui, la guerre produit toujours des morts civiles. Mais la guerre à Gaza a produit le plus d'enfants amputés de toutes les guerres depuis le début du XXe siècle. C'est une des guerres les plus effroyables pour les civils. Et ça, est-ce que c'est normal et légitime? Pas du tout. Donc effectivement, le droit permet de qualifier, de nommer, d'identifier. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le droit permet de s'indigner. Il donne des ressources d'indignation et donc de mobilisation. Par exemple, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, il se réfère au droit international, aux décisions de la Cour internationale de justice qui, en tant que telles, sont ineffectives pour justifier, lui, ses positions en rupture avec Israël. Et par exemple, lorsqu'il a décidé d'arrêter toute importation de produits issus des colonies sur le territoire espagnol. Ou bien quand il a décidé de ramener son ambassadrice à Madrid. Ou bien quand on décide, comme il l'a fait, d'arrêter toute forme de commerce d'armes avec Israël. Donc, le droit permet cela. Le droit aussi permet une mobilisation. Et donc, tout à l'heure, on a fait référence quand même au virage, disons, légal, rationnel, juridique du combat palestinien, en devenant État observateur à l'ONU, en renonçant après les accords d'Oslo à la lutte armée, en mobilisant le droit, en devenant par exemple État partie à la Cour pénale internationale. Si par exemple il y a aujourd'hui 2 mandats d'arrêt contre 2 dirigeants israéliens, Netanyahou et Yoav Gallant, pour ne pas les nommer, c'est pas parce qu'Israël a reconnu la CPI, puisqu'Israël n'est pas État partie à la Cour pénale internationale. C'est parce que la Palestine fait partie de la Cour pénale internationale et que les crimes commis ont lieu sur le territoire palestinien. Et c'est à ce titre qu'on peut poursuivre par la justice internationale Benjamin Netanyahou. Donc ça veut dire que l'arme du droit par les Palestiniens a quand même quelques effets, qui peuvent apparaître évidemment très inconsistants. Effet de mobilisation, effet d'indignation, on pourrait dire aussi effet de dissuasion. Puisque qui peut dire que ça n'a pas quand même un certain nombre d'effets pour freiner les ardeurs de tous ceux qui, peut-être, s'il n'y avait pas le droit international, soutiendraient encore plus ardemment le Israël. On n'en sait rien. Et dernière chose, tout de même, les effets judiciaires.
Tout à l'heure, j'ai dit que personne n'était aujourd'hui l'objet d'un procès. C'est vrai. Mais il y a un nombre considérable de démarches entreprises. D'abord auprès de la justice internationale. La CPI a reçu énormément de communications qui viennent accuser Israël de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Ensuite, les juridictions nationales, notamment en vertu du principe de compétence universelle, mais aussi parce que beaucoup de soldats israéliens sont binationaux, alors des poursuites judiciaires sont déjà engagées contre un certain nombre d'entre eux, mais aussi des gens pour complicité. Et tout cela rend possible un horizon de justice, permet d'entretenir un espoir de justice. Et cette judiciarisation, elle n'est possible que parce que la société civile organisée, des juristes, des avocats, des militants, des journalistes, quelques universitaires se mobilisent pour la justice internationale et pour que la justice puisse passer, puisse faire son œuvre à l'égard de tous les criminels. Et je pense que c'est une note d'espoir, en quelque sorte, que de dire cela. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait penser d'Anna Chahid, mais j'aurais bien aimé avoir, évidemment, son avis sur ces sujets. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de discuter un petit peu avec la salle. Moi-même j'ai une question, mais je vais la laisser pour tout à l'heure. On va passer maintenant à la littérature. Vous avez donc parlé du droit international pour permettre aux Palestiniens d'avoir un semblant de justice. Ils ont été atrocement déshumanisés depuis 80 ans, encore plus depuis presque 3 ans. Que peut la littérature, puisqu'on est au Salon du Livre et qu'on a un écrivain palestinien à nos côtés, dans son travail de réparation envers les Palestiniens contre cette déshumanisation? On l'a dit en présentation, Jacques Rivelle, votre prochain roman, Ici commence la Terre, paraîtra en septembre. Il est inspiré de l'histoire de votre grand-mère palestinienne et de son exil. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet ouvrage? Et dans un entretien que vous avez donné l'an dernier, vous parliez du déni d'humanité subi par les Palestiniens, justement, et vous disiez à ce sujet: je crois que la littérature a pour rôle de redonner l'humanité perdue à travers le récit de vie, de trajectoire. L'écriture littéraire serait ainsi une forme de résistance. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelle forme prend cette résistance dans votre façon d'écrire? Et quelle est la réception de vos lecteurs? En êtes-vous satisfait? Croyez-vous que cette résistance a une efficacité, a pu jouer des rôles, avez-vous pu constater à travers le témoignage de vos lecteurs que ça a joué un rôle décisif à un moment donné dans la perception du peuple palestinien? Bonjour à toutes et à tous. Ça fait beaucoup de questions. Mais je vais essayer de répondre dans l'ordre. Merci déjà d'être là. C'est aussi ça la preuve que derrière la Palestine, il y a aussi des humains qui s'indignent en fait, pour d'autres humains. C'est beau de savoir que ça existe toujours, parce que beaucoup d'occasions nous permettent d'en douter. Je n'ai pas connu moi non plus Leila Chahid. Je l'ai connue en fait indirectement, déjà rencontrée, parce que ma mère était fan d'elle. Et qu'elle fait partie, je pense, de la même génération de Palestiniens. C'est-à-dire cette génération qui croyait en fait à la paix, à la coexistence et à l'humanité commune de l'homme. Donc je la respecte beaucoup, j'aurais aimé la connaître, mais malheureusement je ne l'ai pas connue. Je pourrais répondre déjà en disant que j'ai le sentiment, comme souvent, que quand on parle de littérature et de la Palestine, il y a quelque chose d'un peu plus, d'un peu moindre, disons. Parce que, voilà, que peut la littérature effectivement face aux institutions internationales, que peut la littérature face au droit international, que peut la littérature face au négationnisme, à la force politique, au capitalisme. C'est un mot qu'on n'a pas encore commencé, mais c'est, je pense, un ennemi radical aujourd'hui, le capitalisme. C'est ce qui conditionne malheureusement la population
Que pour la littérature, écrire des livres, vraiment juste ça, prendre un stylo et écrire sur du papier, qu'est-ce que ça peut contre toutes ces forces écrasantes? En préparant cette rencontre, une phrase m'est venue. Je me suis dit que la littérature ne pouvait pas sauver des vies, mais qu'au fond, elle pouvait peut-être raconter des vies qui auraient mérité d'être sauvées. Je crois que ça canalise un peu tout ce que je pourrais dire là. Des vies qui auraient mérité d'être sauvées, comme celle de Leila, qui, sans la littérature, peuvent tomber dans l'oubli. Et je crois qu'au-delà du droit, c'est aussi ça la menace principale, l'oubli avec la Palestine. C'est un thème fondateur chez beaucoup d'artistes palestiniens, cette peur de l'oubli. C'est un recueil de nouvelles, de poèmes. Il y a bien des recueils d'ailleurs de poèmes qui ont cette thématique au centre dans la littérature palestinienne. Et pour cause, c'est une menace que les Palestiniens, que l'on vit depuis 1948 et même avant. Leila Shahid espérons que son nom reste. C'est aussi ça. Elle a cessé d'être, mais il y a deux morts en fait possibles. Il y a la mort de l'individu et aussi la mort de sa mémoire, dont il faut combattre. C'est peut-être un des avantages de la littérature qu'on doit peut-être raconter pour ne pas oublier. C'est vraiment constitutif du peuple palestinien. On peut dire, moi, ma grand-mère en 48, dans les camps, il y avait une tradition qui consistait à rappeler des souvenirs à l'oral du lieu où on avait quitté. Pour ma grand-mère, c'était chez Mahamel, d'où elle venait. On racontait le boucher qui voulait rappeler ses clientes pour vendre sa viande. Enfin voilà, vraiment des anecdotes de quartier. Et une phrase qui était prononcée, c'était Naïch Nezakal pendant ces événements-là. Naïch Nezakal, ça veut dire qu'on vive et se souvient. Vraiment, la question de la mémoire est essentielle. Des vies qui auraient, je pense, mérité d'être racontées, c'est ce qui a, je pense, conditionné le projet de mon texte. Ici commence la terre, qui est née à l'enterrement de ma grand-mère. Qui, elle, est née, qui a fui en 48, qui a vécu en exil au Liban, en tant que palestinienne, ce qui est déjà une réalité qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, et puis en France aussi. C'est né à un moment où je me suis rendu compte que en fait, tout le monde, comme aux enterrements, souvent, on racontait des anecdotes sur la personne qui était partie. Et moi, ma grand-mère m'a élevé pendant 17 ans. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai découvert quelqu'un de nouveau, alors que je la connaissais bien. Parce que ce qu'on racontait, ça donnait une autre vision de qui elle était. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, son histoire doit être racontée. Pas pour faire un roman, d'ailleurs, je voulais juste avoir une vision totale d'elle. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'elle était effectivement fille d'agriculteur et que derrière son exil, en fait, elle avait transmis quelque chose d'autre que la douleur. C'était aussi les paysages palestiniens. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup d'images de la Palestine et j'ai jamais pu y aller, jamais pu y entrer. Et j'ai l'impression d'être chez moi là-bas, dans un endroit que j'ai jamais vécu. C'est aussi la question d'une agricultrice. C'est vrai qu'on a tendance, nous aussi, à voir la Palestine, quand il s'agit de réunaliser, c'est aussi parler de choses très concrètes. C'est très important, en fait, de conceptualiser autour de la Palestine, mais ça ne dit pas tout. Il y a aussi un rapport à la terre. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'une fille d'agriculteur qui est exilée, qui vit à Beyrouth sur du béton? Comment est-ce que sa vie devient? Quand la vie tourne autour des récoltes, des saisons, des olives, des figues, et que tout ça disparaît parce que le village n'est plus là, parce qu'en plus de ça, la terre n'est plus là, la terre au sens, pas symbolique au sens premier, la terre sous les ongles, les parfums des champs, l'odeur de la pluie, etc. C'est des choses que les Palestiniens aussi aujourd'hui perdent. Et ce qu'il faut, je pense, aussi avoir en tête derrière l'effacement volontaire qui est produit, c'est que c'est pas seulement une identité politique, c'est aussi une identité très matérielle. Et ça, c'est une chose que la littérature peut raconter, je pense aussi. Et que peut-être
Je ne sais pas si elle pourrait le faire, mais je crois qu'elle a intérêt à le faire. Et je terminerai avec cette dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la question de la réhumanisation. En fait, ça je l'ai appris aussi après, parce que quand j'ai commencé à écrire ce texte-là, j'étais dans la cause palestinienne. C'est bien, mais ça ne dit pas tout non plus. Et donc j'ai appris que ma grand-mère ne se savait pas palestinienne. Ça fait drôle, mais je pense que c'est intéressant. Parce qu'en fait, à son époque, l'identité qu'elle avait se limitait à son village. Et ce qu'elle a perdu, c'est les champs. C'est pas la Palestine. Elle ne savait pas ce que c'était que la Palestine. Donc c'est ce qu'on peut peut-être répondre aussi quand les gens veulent politiser cette question à tout prix. Et rappeler que en fait, ce qui se produit, ce ne sont pas des Palestiniens qui sont obligés de partir au Liban, ce sont des gens. Et ça, qu'on soit d'un bord ou d'un autre, c'est toujours un ami. Merci beaucoup, Jade. Avant de peut-être échanger avec vous dans la salle, une deuxième question pour vous, Jade. Vous avez écrit, moi je suis journaliste, donc ça m'intéressait en particulier, vous avez écrit un article, enfin un témoignage de vos passages dans les médias français depuis le 7 octobre 2023. Ça a été publié sur Orient 21, je l'ai lu, c'est très intéressant. Que vous nous racontiez un peu comment vous avez vécu ces invitations. Vous avez raconté que ça a été extrêmement dur, la manière dont on vous a maltraité, on peut parler de maltraitance, dans les médias français après le 7 octobre 2023. En tant qu'écrivain, auteur littéraire, vous avez été confronté à la violence de plateaux télévisés, de formats totalement inadaptés dans lesquels on vous a pratiquement obligé à vous mettre. Et ça a été d'une grande violence pour vous, vous le décrivez bien dans ce texte. Peut-être que vous pouvez en dire deux mots pour qu'on aborde un peu l'aspect médiatique de la Palestine. Oui, c'est en fait le retour que j'ai de cette période qui a été en partie plutôt positive. J'ai connu aussi, je rappelle, des journalistes qui ont fait un travail de vérité, j'aurais tendance à dire, au-delà de la question de la vie, juste de la question de la vérité. Ça a été douloureux parce que en fait, ça m'a montré que le problème n'est pas uniquement politique, c'est qu'il y a un problème de société dans la façon dont cette question a été traitée et qui a révélé pour moi une société très malade, au sens vraiment d'un affaiblissement intellectuel, d'une exigence intellectuelle moindre. Ça s'est produit à plusieurs circonstances. La première, et je pense que la plus claire, ça a été vraiment l'idée de politiser cette question-là, que j'ai trouvé toujours très dommageable parce que ça l'a réalisé beaucoup. On m'a rarement fait parler en tant qu'écrivain et on m'a beaucoup fait parler en tant que palestinien. Ce qui, en fait, quand on est écrivain, est très emmerdant. Parce que, d'une certaine façon, on cherche précisément à fuir ça, par l'écriture. En racontant, on se libère précisément de toute forme d'étiquette, parce que c'est pas nous, c'est l'histoire. Et il n'y a pas de mauvaise histoire. On ne peut pas en vouloir à un personnage. C'est ça qui est beau, je trouve. Ça aplatit en fait. Et donc il y avait eu ce problème-là, et l'autre problème, qui était aussi, qui est encore un peu présent. Donc j'en ai dit, on a le deuxième problème, c'est vraiment le fait qu'on a eu tendance souvent aussi à dire, à envisager en France que la vérité pouvait émerger d'une espèce de représentativité. On va inviter un Palestinien, on va inviter un Israélien, et donc, quelque part, la vérité va apparaître. Ce qui est complètement aberrant, et ce qui est très français, pour le coup, des fréquentations que je vais avoir avec des journalistes plus dans le monde anglophone, et qui gomme complètement les rapports de force. Que pèse la voix d'un Palestinien par rapport à la voix d'un Israélien? On ne se pose pas du tout cette question-là. Combien il y a d'Israéliens en tout cas. Ce qui était problématique, je pense que ça a été le cas pour pas mal de personnes palestiniennes avec qui j'ai encore l'occasion d'échanger aujourd'hui, c'est que finalement, ça nous a placés dans une forme de schizophrénie, à savoir que dire non, dire oui déjà, suppose de se jeter dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'on sait très bien
Moi, j'ai fait des plateaux sur BFM TV. Je sais très bien, en y allant, que je me mets dans la gueule. Mais ne pas y aller, qui y va? Voilà. Et donc, c'est cette question-là qui y va? Donc, c'est là où vraiment la difficulté pour moi s'est trouvée, c'est que je pense qu'on c'était très conscient, hein, on savait très bien que d'une certaine manière les chaînes se sont dédouanées en inventant un palestinien en disant on ne peut pas m'accuser de partisanisme, mais voilà, ça n'a pas été simple de dire oui, de dire non. C'est une question que je me suis posée à chaque fois, vraiment, pour vous dire la vérité. Et le dernier point, le dernier problème sur lequel auquel j'ai été confronté, je crois, ça a été disons une vraie lenteur et une méconnaissance immense de ce que c'était que la région Moyen-Orient, de qui y avait un intérêt, de qui travaille avec Israël, de qui travaille avec les Palestiniens. Et moi, je me souviens très bien que c'est un sentiment que je vois vraiment la scène. Le 7 octobre, j'étais en train de boire un verre avec un ami et j'ai appris ce qui s'était passé. Et il y avait un tram à côté de l'endroit où il y avait un verre, j'ai vu le tram partir. Et je me suis dit, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et je savais très bien, je pense que c'est à peu près ça, parce qu'on m'a expliqué aussi, qu'en fait, on allait passer un temps fou à nous battre pour dire, attention, d'accord, il y a eu le 7 octobre, mais la réponse, attention à la réponse. Parce que quand on n'a pas l'historique, quand on ne sait pas, quand on n'a pas les intifadas, quand on n'a pas les dates palestiniennes en tête, on ne sait pas ce que c'est que la réponse israélienne. On ne sait pas à quel point, quand il se passe un lancer de pierre côté palestinien, en retour, il peut y avoir des morts et des morts côté palestinien. Donc moi, le travail difficile, c'est ça. C'est ce moment où je me dis, je vis dans un endroit où je suis seul à savoir que plus on parle du 7 octobre, plus on insiste sur l'horreur du 7 octobre, moins on va ouvrir les yeux sur ce qui va se passer en retour et plus on va le légitimer. Plus on va dire, ah oui, mais en même temps, le 7 octobre, c'est horrible. Et là, autant je savais à peu près que ça allait prendre du temps, je ne mesurais pas que ça se compterait en année. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai proposé donc de réagir, si vous voulez, Kousna, sur les médias. Peut-être, j'imagine, des choses à ajouter, puisque je te vois souvent commenter là-dessus. Si les autres voulaient ajouter un petit mot avant que je vous pose la dernière question et qu'on donne la parole à la salle. Moi, c'est plus simple, en ma vie, pas du tout, donc c'est simple, il n'y a rien à dire. Oui, je voulais juste réagir à ce que vous avez dit là, sur le rapport aux médias. Il y a une vraie spécificité de cet enjeu politique-là, c'est sûr, mais qui s'inscrit dans un contexte général d'une dégradation des médias publics. Et le fait que les dés soient pipés quand on va dans un studio de télévision, surtout, alors c'est la radio, ça dépend laquelle, c'est un élément vraiment devenu totalement intégré par tous ceux qui participent à ce genre de débat. Par exemple, les chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, ils sont en permanence, ils sont invités à débattre, placés face à un chroniqueur. Alors, le chroniqueur, c'est un peu le sachant du temps présent. C'est quelqu'un qui a une parole d'autorité et dont l'opinion vaut toujours un peu plus que la vôtre, parce qu'il a une notoriété plus grande en général. Et puis il a les capacités aussi à utiliser des outils plus forts que vous, plus grands que vous. Donc ça rejoue ce que Bourdieu avait dit en son temps, quand il disait lui-même refusant d'aller sur les plateaux de télévision. C'est bon parce que, vous parlez de capitalisme tout à l'heure, de toute façon le débat il va toujours remettre en position de minorité et d'infériorité. Mais il y a toujours une question à se poser, faut-il mieux y aller en sachant cela, ou laisser la place à qui que ce soit. Et la réponse à la question, je ne sais pas. Ok, alors dernière question pour les 4 intervenants. Question difficile. Nous sommes à une période charnière, je pense, de l'histoire de la Palestine. Et ça m'étonnerait, à titre personnel, que la situation telle qu'on l'a connue depuis 80 ans perdure. Je pense qu'on est au bord d'un basculement et je voulais vous demander à tous les 4, êtes-vous pessimiste, ce serait logique, ou
optimiste ou est-ce qu'il y a des vecteurs d'optimisme selon vous pour la Palestine et le peuple palestinien? Donc on va laisser les Palestiniens répondre en premier peut-être. Je pense que la question est moins de savoir si on est optimiste ou pessimiste que plutôt de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment historique. Qu'est-ce que ce moment exige de nous. Et si on revoit les écritures de Gramsci, Antonio Gramsci, en 1929, il écrit une lettre à son frère, et justement, donc, il est en prison chez les fascistes, et il dit il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je pense que c'est une belle expression qui me rappelle aussi Leïla Chalit, parce que effectivement tout nous rend pessimistes avec le génocide, avec le vol des terres en Cisjordanie et l'occupation qui continue et qui ne nous lâche pas. Mais je pense que en même temps, il faut être optimiste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a maintenant, par exemple, beaucoup de juifs dans le monde qui deviennent antisionistes. Il y a beaucoup aux États-Unis. La désionisation est vraiment. Ça va vite. On ne le ressent pas, mais moi je vois sur les réseaux, il y a une conférence maintenant, par exemple, à Dublin. C'est la deuxième conférence de tous les juifs du monde qui sont contre le sionisme. Je pense que le monde va se désioniser. Je crois que même Israël va se désioniser avant la France, en parlant des médias, parce que ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est vraiment, je vois que voilà, c'est un peu difficile en France. Pourquoi le côté optimiste, c'est parce que en fait, l'histoire n'avance pas de façon linéaire. Il y a toujours des ruptures dans l'histoire. On a vu le mur de Berlin, par exemple, en 89, personne n'avait prévu qu'il allait tomber. L'apartheid en Afrique du Sud, quelques années avant, personne n'avait prévu qu'il allait tomber. Bachar el-Assad partir, personne n'aurait imaginé que Bachar allait tomber. Donc je pense qu'il y a des ruptures historiques. Et je pense que c'est le début, à mon avis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sang, mais je parlais à un ami à Ramallah qui, les Israéliens sont rentrés, ils l'ont tout cassé, ils l'ont pris son fils, et c'est pas le premier fils qu'ils prennent, qu'ils kidnappent. Mais je lui dis, tu sais, je sais pas quoi te dire, et il me répond, il me dit, Moussa, c'est la taxe qu'on doit payer pour la libération, tu n'as rien à me dire, c'est normal. Donc voilà, c'est un peuple qui est prêt à payer, qui sait qu'il y a beaucoup de sang qui doit couler, et c'est comme ça dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire, voilà, et c'est des gens qui sont prêts, je pense que les Palestiniens sont prêts à continuer, et c'est une bataille qu'on a ici en France concernant le récit, comme on disait tout à l'heure avec Jacques. Rapidement, la question n'est pas la même si c'est moi j'aime Dalai en tant que personne ou si c'est moi j'aime Dalai en tant qu'écrivain. Je vais prononcer en tant qu'écrivain, c'est pas facile. Mon optimisme à moi, il est lié à l'espoir qu'on raconte cette situation. C'est tout. J'espère, on a plus, je sens qu'on la raconte plus et qu'on la raconte mieux. Et c'est tout ce que je peux espérer et je voudrais que ça se continue ainsi. Bon, dans la continuité de ce qui a été dit, d'abord, j'entends bien que notre gêne d'évoquer la surpolitisation du sujet et la difficulté de s'exprimer en tant qu'écrivain. Mais moi, je vois toutes ces expressions comme complémentaires. La littérature, la recherche, archéologique, historique, en sens humain et social, en littérature, le droit, le combat juridique, ce sont tous des formes d'expression qui contribuent à qualifier la réalité et qui en montrent toute la complexité. Mais ne les opposons pas. Il faut les
des souvenirs, toutes et tous, tout le temps. Le journalisme, bien sûr, essentiel. Dans le livre que j'ai publié sur cette question, je rends compte du travail héroïque des journalistes palestiniens qui ont travaillé sans relâche. Certains d'ailleurs se découvrant journalistes, un peu comme Jourdain se découvrait prosateur, en faisant, mais ils ont permis au monde d'être informé sur ce qui se passait sur place. Donc, le travail d'information, le travail d'écriture, le travail de qualification, de nomination et donc de mobilisation, tout cela va, à mon avis, avance un seul bloc. Deuxième commentaire, c'est une cause juste. Je ne sais pas s'il y a une loi de l'histoire qui fait que toutes les causes justes sont victorieuses, mais en tout cas elle est juste. Donc elle mérite de toute façon d'être portée inlassablement et par tous ceux qui veulent bien y participer. J'ai beaucoup de légitimité à le dire parce qu'il y a encore 3 ou 4 ans, je travaillais sur un sujet qui était assez éloigné de cette question, mais j'espère avoir la sincérité de dire que moi je me suis même déplacé. Je me suis, rapproché du cœur du réacteur en quelque sorte, en considérant que cette cause-là, en fait, c'est pas une cause parmi d'autres, c'est une cause matricielle pour tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité contemporaine, puisqu'il s'y joue la colonisation et la décolonisation, il s'y joue l'humanité, d'une certaine manière. Enfin, toutes les causes des 2 siècles derniers, en quelque sorte, se rassemblent autour de la cause palestinienne. Et je pense que cette cause juste palestinienne, elle a plus d'adeptes aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est vrai. Malgré les vents contraires, des vents de plus en plus contraires, il y a de plus en plus de gens qui commencent à penser qu'on ne peut pas penser l'ordre international sans solution durable au conflit en Palestine. On ne peut pas penser l'idée même d'humanité sans le respect de la Merci Jérôme. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question? Veut dire oui, madame? Je vous écoute.
où elle était à l'époque ambassadrice auprès du Parlement européen, de la Belgique et du Luxembourg. Et pour la petite histoire, en 2008, quand on est arrivé à Beyrouth, c'était au lendemain du décès de Mahmoud Darwish. Et donc Leïla était très éprouvée. Et donc ça se voit aussi à son visage qui est marqué par la peine. Et bon voilà, je vous laisse regarder le film. De toute façon, il n'y a pas, je ne pourrais pas dire grand-chose de plus de ce qui est dans le programme. Et si vous avez des questions après, je les accepterai bien sûr. Je vais là-bas au groupe occasionnel. Bon, c'est l'économie autour de Jérusalem. Mais comme on est à un point élevé ici, on voit Jérusalem. On est à vol de l'oiseau, ça vient du tout, c'est de 15 km, mais on ne peut pas y aller. Il faut un permis spécial. Ma mère disait une très très belle chansonnette. طاسي ترى طاسي البحر لا طاسي من جوا لونه من برا الحاسي. C'est une devinette. Et chaque fois qu'elle voyait comme ça le soleil sur le point de disparaître à l'horizon, elle racontait cette histoire. من جوا لونه, de l'intérieur elle est faite de perles, من برا الحاسي, de l'extérieur elle est faite de cuivre. Et bien sûr je disais le soleil. Et en fait c'est pas du tout le soleil. C'est la grenade. Tous les enfants disaient, c'est le soleil. Et bien sûr, toutes les mamans disaient, non, c'est pas le soleil, c'est la grenade. Vraiment. Évidemment, donc, c'était très souvent en arabe, mais je me rends compte qu'une fois écrites, ces histoires prennent plus de poids, plus de charme, plus d'existence, je peux dire. Les 4 générations de femmes qui ont posé pour cette photographie cet après-midi-là, je pense que c'est la génération de ma mère qui a le plus souffert. Ces enfants eurent la chance de faire des études et d'avoir une vie plus facile, mais elles n'eurent jamais la tranquillité d'esprit nécessaire pour profiter des petits plaisirs quotidiens à leur côté, comme les générations précédentes. Pour déclencher une volonté d'action politique, il faut se projeter dans un monde plus large. Et je n'ai pas d'hésitation, je connais exactement la date. C'est le 5 juin 67. C'était avant tout pour moi, à l'époque, mon baccalauréat, les examens, les épreuves du baccalauréat pour lequel j'avais révisé jour et nuit pendant des semaines avec mes amis. Et la première épreuve était le 5 juin. Et donc, terrorisés par l'examen comme terrorisaient les élèves à l'époque, nous nous réveillons pour nous apprêter à partir aux écoles allouées à chaque candidat. Et la radio dit toutes les épreuves sont annulées, la guerre est déclarée par Israël contre nous, et donc il y a un couvre-feu, de façon nous sommes chez lui. Là, au milieu de ce qui s'appelle la Brata, ça veut dire le quartier général où il a été assiégé à partir du 22 mars 2002 jusqu'à son décès en novembre 2004, Ouammar était dans cette partie de l'immeuble qu'on a laissé intacte. Et donc en juillet 2004, quelques mois avant son décès, je suis venue avec le ministre Michel Barnier dans ce lieu-là qui était dans une situation catastrophique. Il faut imaginer que tout ce qui était entouré était des ruines dynamité par l'armée israélienne avec des tanks, avec des amoncellements de voitures